On peut comparer deux fractions entre elles, et donc Q est totalement ordonné, mais bien entendu, les propriétés par rapport au sous-ensemble ne sont pas tout à fait claires, il va falloir les élucider, et nous le verrons un peu plus tard. Donc, synthèse de tout ça, par rapport aux propriétés algébriques, Q est ce qu'on appelle un corps, c'est-à-dire il a cette double structure de groupe et avec la compatibilité entre ces deux structures, à savoir que vous avez la notion de distributivité. Vous savez que quand vous multipliez une parenthèse avec un certain nombre de termes, vous pouvez distribuer la multiplication par rapport au terme de cette parenthèse. Eh bien, cette distributivité vous permet d'affirmer que votre structure D rationnelle est une structure qui est une structure très riche, qu'on appelle une structure de corps. Alors, on pourrait dire, ça y est, on est arrivé, on a fini notre travail. Eh bien, pas du tout. Il nous manque un certain nombre de choses et il faut nous faire donc maintenant l'analyse de ces lacunes, les lacunes de Q qui sont, comme on va le voir, de deux types. Bien, on pensait qu'on avait résolu notre problème, on a obtenu une structure de corps pour les rationnels, et pourtant, il y a des lacunes. Et ces lacunes, vous allez voir, sont beaucoup plus dramatiques qu'elles n'en ont l'air. La première de ces lacunes concerne les sous-ensembles des rationnels. Si vous imaginez que vous avez réussi à trouver un minorant d'un côté, majorant de l'autre, et que vous essayez d'optimiser en quelque sorte ce minorant et ce majorant en cherchant le plus grand des minorants et le plus petit des majorants, respectivement la notion de borne inférieure et de borne supérieure, eh bien vous allez vous apercevoir que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, il y a une sorte de puits sans fond qui arrive devant vous, et ce puits sans fond, c'est celui qui avait été mis en évidence par un des pythagoriciens, qui a d'ailleurs laissé sa vie parce qu'il a eu le malheur de poser la mauvaise question dans la secte pythagoricienne, c'est le problème de la diagonale du carré. Alors, donc, exemple, vous allez voir comment l'infini apparaît subrepticement dans cette question de la diagonale du carré. Vous voyez donc un carré tout simple et vous essayez de comparer la diagonale aux côtés, c'est-à-dire vous essayez donc d'évaluer le quotient AC sur AB. Alors, bien sûr, pour le comparer, vous allez rabattre AB sur la diagonale, c'est-à-dire vous allez prendre un compas, vous allez le piquer en A et vous allez donc tracer cet arc de cercle. Et vous voyez donc que la longueur AB est égale à la longueur AD. Et bien entendu, le AC, vous allez le décomposer en AD plus DC. Donc vous avez AD plus DC divisé par AB que je remplace par AD, ce qui me permet d'écrire ceci sous la forme 1 plus DC sur AD. Alors maintenant, il faut que j'étudie cette fraction. Et pour étudier cette fraction, vous voyez que j'ai ici le DC et AD qui est ici, qui est donc le côté, mais ce côté, c'est encore le côté qui est BC. Et la quantité CD, grâce au fait que si je trace la tangente au cercle, donc en D, et bien entendu ici c'est tangent au cercle par définition puisque vous avez un angle droit, vous voyez que la quantité DC est encore égale à la quantité DE parce que là vous avez un triangle isocèle rectangle et la quantité DE est égale à la quantité EB puisque c'est l'égalité des deux tangentes. Donc vous voyez que vous pouvez écrire ceci sous la forme 1 plus en renversant la fraction. Donc AD c'est la même chose que CB, CB c'est CE plus EB, donc je l'écris CE plus EB et la quantité qui était AD, donc que je viens de faire passer en dessous, la quantité CD, CD c'est DE et DE c'est EB. Donc je peux encore écrire EB. Donc vous voyez que le nombre que je vais appeler petit x qui est ici, c'est encore égal à 1 plus 1 sur le EB va donner 1 et CE sur EB. Eh bien CE sur EB, c'est la même chose que CE sur ED puisque EB est égal à ED. Or, vous voyez que dans le rectangle, le carré qui est ici, comparer CE à ED, c'est de nouveau se poser le problème du rapport entre la diagonale et le côté, c'est-à-dire le fameux nombre x. Donc, vous avez maintenant obtenu une relation qui est x égale 1 plus 1 sur 1 plus, donc de nouveau le ratio entre la diagonale d'un carré et son côté, c'est-à-dire petit x. Alors vous voyez que le petit x qui est ici, je peux le remplacer par le x qui est là, c'est-à-dire je peux écrire que c'est 1 plus 1 sur 1 plus, le x c'est 1 plus 1 sur 1 plus x. Donc ça va me donner 2,
Et donc, je vais avoir une expression qui, de nouveau en remplaçant x par cette énorme expression, va me permettre d'écrire que ceci, c'est 1 plus 2 sur 1 plus 2 sur 1 plus 2 sur... Et puis, vous allez jusqu'à l'infini. Et voilà l'infini horrible qui surgit dans le monde des pythagoriciens. Et bien entendu, comme c'était un attribut divin, il était interdit d'en parler. Donc, vous voyez qu'on voit apparaître déjà une des premières lacunes, mais ce n'est pas simplement de cette manière-là qu'on va le voir. On va le voir plutôt par l'intermédiaire justement de ces sous-ensembles. C'est pour ça que je me tourne vers Claire et je lui pose la question, alors, un certain sous-ensemble de rationnels, borne inférieure ou borne supérieure, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on me propose un ensemble A sous une certaine forme. J'aimerais bien l'expliciter de façon un peu plus claire. Mon ensemble A, ce sont les réels dont le carré est supérieur à 2 et qui sont supérieurs à 0. Donc ça ressemble à une intersection. Mon ensemble A, c'est l'intersection des réels tels que x carré est supérieur à 2 et tel que x est supérieur à 0. Déjà, ça me plaît un petit peu mieux. Maintenant, cet ensemble ici, qu'est-ce que ça veut dire que x carré est supérieur à 2? X carré est supérieur à 2, c'est équivalent à x supérieur à racine de 2 ou x inférieur à moins racine de 2. Donc maintenant, mon ensemble A, alors ici j'ai un ou, donc je vais me trouver face à une réunion d'ensemble. Je vais pouvoir l'expliciter de façon encore plus claire. A, ça va être les réels tels que x est supérieur à racine de 2, union l'ensemble des réels tels que x est inférieur à moins racine de 2, et le tout intercepté avec l'ensemble des réels tels que x est positif. Très bien, donc ce premier ensemble ici, je vais l'appeler A1, ce deuxième ensemble ici, je vais l'appeler A2, et ce troisième ensemble, je vais l'appeler A3. A est égal à A1 union A2, intercepté avec A3. Donc là... Et là, on va donc l'expliciter d'une autre manière. A1, c'est un argument très simple de théorie des ensembles. A1 inter A3, union A1 inter A2. Bon, alors là, vous êtes un peu perdu, je suis un peu perdue dans mes A1, A2, A3. Qu'est-ce que ça veut dire? A1, ça veut dire qu'ils sont réels supérieurs à racine de 2. A3, ils sont supérieurs à 0. Donc ici, c'est tous ceux qui sont supérieurs à racine de 2 et supérieurs à 0. Et ce deuxième ensemble, alors attendez, j'ai fait A1 et A2 inter A3, excusez-moi. A2, ils sont inférieurs à moins racine de 2 et supérieurs à 0. Il n'y en a pas. Donc, union, l'ensemble vide. Donc, mon ensemble A, enfin, ça y est, j'ai trouvé, c'est l'ensemble ouvert, racine de 2 plus infini. Donc, j'ai pas de mal pour trouver la borne inférieure, ça va être racine de 2. Bon, alors maintenant, on va être quand même amené à être sûr que c'est racine de 2. Et donc, comment est-ce que vous envisagez de vérifier en utilisant la définition? D'accord. Donc, la définition de la borne inférieure. Qu'est-ce que la borne inférieure? La borne inférieure d'un ensemble, ici j'ai mon ensemble, A, ça va être le plus grand des minorants, qui se trouve ici. Ici j'ai des minorants, et moi je prétends que le plus grand des minorants ici, c'est racine de 2. Alors pour le montrer, je vais prendre un autre minorant, je vais prendre un... Non, je vais prendre une valeur qui est plus grande que racine de 2, et je vais montrer que cette valeur ici n'est pas un minorant. Donc très simplement, comme toujours en analyse, on va se donner un petit epsilon supérieur à 0 et on va regarder racine de 2 plus epsilon. Et on va montrer que racine de 2 plus epsilon, ce n'est pas un minorant. Alors pour ça, je n'ai pas du tout de mal. Très simplement, je considère le réel racine de 2 plus epsilon sur 2. Il est strictement plus grand que racine de 2 et strictement inférieur à racine de 2 plus epsilon. Donc j'ai bien un élément de mon ensemble A qui n'est pas un minorant. C'est bien un élément de grand A. Vous êtes amené a priori à vérifier deux choses. Oui, en effet, il faut quand même vérifier que cet élément est bien dans grand A.
Alors, grand, si je reprends la définition, il faut que ce soit un réel. Oui. Racine de 2 plus epsilon sur 2, c'est bien réel parce que racine de 2 est un réel, epsilon sur 2 est un réel, R est un espace vectoriel. Racine de 2 au carré va bien être supérieur à 2. Oui. Et il est bien supérieur à 0. D'accord. Alors maintenant, si on s'était posé la même question avec des rationnels, est-ce qu'on aurait pu dire que racine de 2 était la borne inférieure et appartenait au rationnel? Vous voulez dire si on avait l'ensemble A des x rationnels, tel que x2 soit supérieur à 2 et x supérieur à 0? Oui, x2 supérieur à 2. Hein? x2 supérieur à 2. Oui. Alors, est-ce que racine de 2 aurait été un élément rationnel? Alors, eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir. Je pense que non. Je pense que non. Donc, on va supposer que racine de 2 est un rationnel. Si racine de 2 est un rationnel, alors je peux écrire racine de 2 sous la forme P sur Q, sous forme irréductible, avec P et Q premiers entre eux. Oui. D'accord. Je vais mettre l'expression au carré. Donc, ça me fera 2 égale P carré sur Q carré. Donc, je suis toujours dans l'hypothèse où racine de 2 est un rationnel. Si racine de 2 est un rationnel, j'ai donc P carré égale 2Q carré. Oui. Donc, cela me dit que 2 divise P carré. Oui. 2 divise P carré, donc 2 divise P. Donc, P, je vais pouvoir l'écrire sous la forme de P'. Oui. Si je peux écrire P sous la forme de P', P carré, ça me donne 4P' carré égale 2Q carré. Ça me donne 2P' carré égale Q carré. Donc 2 divise Q. Donc 2 divise P, 2 divise P, 2 divise Q. Mais mon hypothèse, c'est que P et Q sont premiers entre eux. Et mon hypothèse de départ était que 2 est un rationnel. Donc que racine de 2 est un rationnel. Donc racine de 2 n'est pas un rationnel. Bien, merci Claire. Alors après cet exercice qui nous a été proposé par Claire, donc on a en fait une deuxième lacune, on pourrait dire une ça suffit, non il y en a deux, et ça concerne les suites, c'est-à-dire donc toutes ces familles de rationnels qui sont indexés par les entiers. Alors un premier exemple c'est la suite qui est la suite suivante, qui est donc 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc vous voyez, si vous le développez, vous avez une somme de fractions rationnelles tout à fait sympathique a priori, et vous pouvez vous demander, est-ce que le résultat, lorsque n tend vers l'infini, a une limite qui est un rationnel? Bon, ici, ça, c'est évidemment dans les rationnels. Le résultat, comme vous le savez sans doute, c'est un nombre très particulier qui est le nombre petit e, et ce nombre petit e, lui, n'est pas un rationnel. On peut le démontrer, c'est pas très facile, mais on peut y arriver. Et vous savez que ceci était la question que Évariste Galois a eue à l'école polytechnique, et donc il n'a pas voulu donner la solution parce qu'il trouvait que l'exercice était trop facile pour lui. Donc vous avez cette deuxième lacune, et cette deuxième lacune va correspondre à la notion de suite convergente. Donc vous voyez l'écriture symbolique mathématique, donc qui est que vous pouvez attraper tous les termes de la suite dans une boîte qui est centrée à la limite, pourvu que vous alliez assez loin. Donc, à part un certain nombre d'exotiques de ces termes, un nombre fini d'entre eux, tous sont dans une boîte, quelle que soit la taille de la boîte, vous les attrapez tous, bien entendu, vous aurez de plus en plus d'exotiques au fur et à mesure que votre boîte va devenir de plus en plus petite. Mais voyez que vous basculez du côté de la limite, et non pas vous vous en approchez, et c'est là où justement le temps a été évacué par le mathématicien. Il donne la notion d'élément générique, c'est le pour tout petit n supérieur à grand n, module de valeur absolue de un moins L est inférieur à epsilon. Alors, de cette suite de nombres de convergentes, vous avez le concept de suite de Cauchy, c'est-à-dire les points sont arbitrairement proches les uns des autres. Eh bien, pour les rationnels, vous avez des suites qui sont des suites de Cauchy. La suite précédente que je vous ai donnée est une suite de Cauchy de rationnels, et pourtant, elles ne convergent pas, donc il n'y a pas de limite à l'extrémité, il n'y a pas de point